Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonsoir à tous, on est ravis et très fiers de vous accueillir pour cette première émission de Cinécast, votre nouveau rendez-vous podcast ciné. On va d'abord débuter par une petite présentation, une revue d'effectifs de ce podcast. Qui veut commencer par un petit mot de présentation ? Ben moi je veux bien. Écoute, Aurel, 37 ans, bientôt 22, comme dirait Bernie. Moi, ce que j'aime bien au ciné, deux choses. C'est quand ça chouine et quand il y a un peu de violence. Ouais, quand ça chouine, c'est vendéen, monsieur. Du verbe chouiner. Chouiner comme François Fillon. Eh ben, tu nous expliqueras. Voilà, c'est ça. Tu nous expliqueras. Et donc, voilà, assez fan de cinéma des années 80-90, élevé à ça. Donc, voilà. Pas mal de choses. Moi, je suis plutôt assez nostalgique d'une certaine époque du ciné d'action que je retrouve pas forcément maintenant. Donc, je serais un petit peu le vieux de la vieille qui dira des fois c'était mieux avant. L'actionneur des années 80 ouais. Vive la VHS, quoi. C'est ça, exactement. J'aime quand... Le Betamax. Exactement. Non, ça c'est toi. Ça, la sécheresse de 76, c'est toi. Alors justement, Stéphane, petite présentation, on t'entend là. Et merde, j'aurais dû fermer ma gueule. Donc le plus vieux, celui qui a connu le Betamax à son apogée, 40 ans. 2 mois. Après, il y a un nouveau format. 40 ans. Alors moi, ce que j'aime au ciné, alors il n'y a pas grand-chose qui sort en film d'horreur, on va dire, fantastique, horreur vraiment. Mais c'est là où moi je m'éclate dans le cinéma. Science-fiction un petit peu moins, mais voilà, c'est plutôt ce genre de film qui m'éclate. Voilà. Le plus jeune de la bande, Tristan. Bonsoir à tous, Tristan, 25 ans. Je suis la caution un petit peu jeune parmi tous ces vieux. Oh, t'es pas une caution. Mais... Non, je suis pas une caution, pas du tout. Je suis pas là l'argent pour payer une caution. Et donc, du coup, goût cinéma, je suis plutôt la touche. Voilà. Pour les vieux, ce seront des goûts un peu jeunes, mais j'aime beaucoup les blockbusters. J'aime bien tout ce qui se fait aujourd'hui dans les films de super-héros. J'aime pas mal aussi tout ce qu'il y a pu avoir avec des costumes rouges et des capes comme Superman. Et voilà, donc vous allez m'entendre le plus souvent pour parler et apporter un avis un peu. Ça se trouve, tu seras peut-être coupé au montage. Exactement. Il y a peut-être ça qui sera intéressant. C'est possible. Et on finit par toi, notre cher MC. Franck, sur mon Sven, 35 ans. Moi, je vais faire simple. J'aime un peu tout. J'ai pas forcément de genre de prédilection, de privilège. Simplement plus l'aspect technique des choses qui moi m'intéresse. Donc l'histoire, voilà, c'est un peu l'œil technique. Moi, c'est la mise en image qui m'intéresse plus qu'autre chose. Donc c'est un peu ce chose-là. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure des émissions, parce qu'on espère qu'il y en aura bien évidemment plusieurs. Vous allez apprendre à reconnaître les voix, à affiner les goûts de chacun. Les gens ne s'y tromperont pas. Voilà, les gens sauront qui sont les vrais et les pièces rapportées. Ou la qualité. Alors, vous êtes en train peut-être de vous dire, mais ok, les présentations sont faites. Pourquoi Cinécast ? Il y a déjà plein de trucs sur le ciné. Il y a déjà plein de trucs sur le ciné. Il y a déjà plein de podcasts. En fait, Cinécast, c'est donc nous quatre, mordus, fans de ciné, qui nous retrouvons en général autour de déjeuners un peu enflammés, à débriefer les films qu'on a vus soit ensemble, soit séparément, commenter les bandes annonces. C'est souvent assez drôle, enfin en tout cas on l'espère. Nous on trouve ça drôle en tout cas. C'est peut-être là où il y a le problème. Justement. C'est peut-être voilà. On va voir comment ça se. Le quatrième mur. Il y a aussi pas mal de mauvaise foi. Je vois Aurel qui hoche de la tête, mais c'est vrai que c'est un peu monsieur mauvaise foi. Non, voilà. Et on s'est dit au bout d'un moment, pourquoi pas monter un petit projet ensemble, se réunir, poser un micro, essayer d'enregistrer tout ça, voir aussi un peu comment est-ce que ça se monte, ça s'édite, un podcast, ça se diffuse, et puis voilà, voir un peu ce que ça donne, lancer sur la toile et avoir des retours et avoir ce projet-là entre nous. Le concept. Parce que justement, on est différents. On essaye. Nous essayons d'être un petit peu différents. On va essayer d'être différents. En fait, vous allez voir, c'est relativement simple. On se réunit, on choisit un film, si possible en salle, parce que c'est quand même là qu'on vit le cinéma le mieux. Si jamais l'agenda ciné le permet pas, on trouve pas la perle rare. La VOD. Il y a toujours la VOD pour nous sauver. Donc on choisit un film et finalement notre podcast sera en 2 parties. Une première partie beaucoup plus courte dans laquelle on va présenter le film en question, nos attentes,
ce qu'on craint éventuellement de certains aspects du film, petite présentation, et puis ensuite coupure. On se précipite dans la salle de Cinoche, on voit le fameux film en question, et à la fin de la projection, retour à la Batcave, on branche le micro, on branche l'ordi, et puis on débriefe à chaud de ce qu'on a vu, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. Sachant que nous n'aurons pas débriefé entre nous, on sort du cinéma, on se regarde pas, on revient directement enregistrer et on débriefe ensemble même dans la vie de tous les jours au micro, voilà, sur le film qu'on vient de voir. Du coup, quelques petites précisions avant de présenter le premier film de cette première émission de Cinécast. On est des amateurs, on n'est pas journalistes. On n'est pas affilié à l'industrie du cinéma, c'est nous qui payons nos places, on fait vraiment ça en amateur. Deuxième chose, c'est du débrief à chaud, donc voilà, ça peut être amené à évoluer. On se permettra peut-être de revenir sur certains des vieux films quand on se sera rendu compte qu'on a raconté de la merde ou qu'au contraire on a défendu un film qui n'était pas finalement défendable. Et puis troisième chose qui est aussi hyper importante, c'est que ça va spoiler. On va raconter des choses sur les films, donc si vous voulez vous préserver de tout ça, ou vous allez voir le film avant, ou vous remettez à plus tard l'audition de ce podcast, mais en tout cas vous êtes prévenus, on le rappellera dans les prochaines émissions pour que vous ne soyez pas piégés. Exactement. On prend donc Logan. Logan, grosse production qui sort cette semaine avec une méga star, Hugh Jackman, qui est dans la continuité. Je crois que ça fait 8 ou 9 fois qu'il endosse ce personnage-là de Wolverine, avec réalisé par James Mangold, qui a réalisé déjà celui d'avant, le Wolverine du combat d'immortel. Et puis qui s'est quand même fait remarquer par 2-3 trucs que je ne connaissais pas, moi. Je savais pas percuter que c'était lui, notamment Copland, c'est lui. C'est Jack Stallone, ça ? Exactement. La tentative à l'époque avortée de se faire J'avais 12 ans. Ouais. Le Ciao Pantin. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Pour ceux qui ont vu, la biographie Walk the Line de Johnny Cash, donc c'est aussi, ça explique pourquoi il y en a beaucoup dans le film. On reviendra peut-être là-dessus. Et puis j'avais noté aussi 3h10 pour Yuma et Night and Day, qui est du coup celui-là plus dispensable. C'est tout grosse production. Tom Cruise, hein. Ouais, c'est du show Tom Cruise. Voilà, ouais, c'est du poster de Tom Cruise. Du cruise porn en fait. Grosse production parce que quand même 127 millions de dollars. C'est surtout un projet qui est extrêmement attendu parce que Mangold est quand même considéré comme celui qui a redonner du souffle à la saga Wolverine dans ses aventures solo après un premier épisode désastreux sur lequel on reviendra peut-être. Un premier épisode désastreux. Tout à fait. Oui. Mais ça c'était mon point de vue. Tous horribles. Le premier est une purge, le deuxième est moins pire. Le deuxième a été quand même pas mal reçu et du coup ça a donné l'idée, puisqu'apparemment ça a bien matché avec Hugh Jackman, de faire un troisième volet, surtout dans un seul et même but, c'est-à-dire offrir une dernière aventure au personnage de Wolverine et donc de Logan, puisque Hugh Jackman est censé en terminer là. Donc c'est plutôt intéressant, puisqu'on devrait assister par la porte ou par la fenêtre à la fin du héros, de ce héros-là. On en attend quoi alors, de ce film-là ? Eh ben écoute, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu en attends ? Quelles sont tes craintes ? Alors déjà, Logan, vous m'y poussez, parce que clairement, c'est pas un film que je serais allé voir. Moi, ça m'intéresse, mais pas du tout, parce que déjà j'aime pas les films de super-héros, parce que les X-Men ça m'intéresse pas plus que ça. Wolverine, ça pouvait être intéressant, j'aime bien le personnage, mais les films sont vraiment pas bons, quoi. Donc vraiment, j'en attends rien du tout. Tristan ? Énormément, parce que justement c'est un personnage mythique, Wolverine. C'est aussi une licence qui a été massacrée dans tous les sens, que ce soit au travers d'X-Men, que ce soit au travers des films Wolverine solo. Mais effectivement, je pense que la critique va tourner aussi autour de ça. Donc beaucoup d'attentes et puis surtout beaucoup de promesses. La bande-annonce qu'on avait pu voir était complètement différente de ce qui avait pu être fait dans le personnage de Wolverine. Et cette représentation du vieux Wolverine qui est pour moi aussi très attendue. Donc je place beaucoup d'espoir pour l'instant. Alors oui, effectivement, a priori, de ce qu'on a cru comprendre, c'est une adaptation assez libre, on va dire, de Hulk Logan. Toi, Aurel, t'es a priori le seul à l'avoir lu. Non, je l'ai prêté à mon copain. Moi, je l'ai lu. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des attentes par rapport à l'adaptation du segment Hulk Logan ? De la violence.
Mais, alors, attends. Si le film ressemble au comics, qui est quand même super noir, mais vraiment barré aussi parce qu'il y a des trucs avec des Hulk cannibales et tout ça, une famille de Hulk. Enfin, c'est barjot ce truc-là. Bon, a priori, ça, on risque de pas trop le retrouver. Voilà, mais, je sais pas. Non, mais ça peut être le comics, c'est plutôt intéressant là-dessus, dans cette veine du vieux personnage sur le retour. Ça peut être intéressant. Voilà. Aurel, tes attentes? Elles sont partagées parce que, comme Tristan, j'attends énormément, étant donné que c'est censé être un petit peu le top de ce qui va se faire et que les deux, surtout Jackman et Mangold, ont apparemment milité pour avoir les coups des franches pour, en gros, terminer en beauté. Il y a donc cette volonté-là. Et en même temps, j'ai aussi un peu peur parce que même s'ils annoncent s'inspirer de cette BD qui est Old Man Logan, qui est absolument géniale. Ils disent qu'ils s'en inspirent. Ouais, j'ai peur que ce soit une adaptation plutôt caution, c'est-à-dire pour rassurer la fanbase, qu'une vraie adaptation. Donc je pense qu'ils ont pris ce qui les arrangeait. Donc voilà, donc un mélange un peu de... Voilà, je suis un peu partagé, j'ai vraiment envie d'y croire, mais j'ai vraiment peur. Et toi, Zenas? Moi, j'avais... Effectivement, le premier, c'est une vraie purge. Je comprends pas pourquoi on a produit ça. J'ai été un peu étonné, agréablement surpris. Pour l'argent, ça se trouve. Peut-être, ouais. Par le deuxième, je trouvais qu'il y avait des plans sympas dans le deuxième. Il y avait un peu de bonnes idées sur Logan qui... Si, c'est au Japon. Oh non. Bref, c'était très très moyen, mais il y avait quelques petites bonnes idées. Effectivement, là, ce qui est aussi plein de promesses, c'est le classement R. C'est le premier film Wolverine avec le classement R, donc on va voir ce que ça donne, puisque Wolverine est quand même un personnage basé sur la sauvagerie et tout ça. X-Men tout court dans cette catégorie. Ouais. Moi, j'étais plutôt emballé par la bande-annonce et le look de Jackman qui laisse un peu les bacchantes post-Lincoln pour voir ça. Et puis, vous l'avez, c'est peut-être la meilleure adaptation d'un Last of Us au ciné en attendant l'adaptation promise par Raimi. Mais en tout cas, on aperçoit Xavier, donc quelle va être l'interaction entre Logan et Xavier, qui ont toujours une relation, en tout cas au cinéma, un peu particulière, la relation avec la gamine. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un mix entre la violence bien vénère et peut-être un peu plus de personnages travaillés. Donc voilà, moi je suis plutôt chaud, mais on va bien voir. Il est temps d'y aller. On y va? Ouais, allez. Bon, allez, donc, à tout à l'heure. Petite coupure, nous on regarde le film et puis on revient rapidement pour débriefer tout ça. À tout à l'heure. Au revoir, maman. Eh ben, il est un peu plus de 23h. On sort de Logan. 2h17, je crois, de film. Oui. Bon, allez hop, on s'y met un petit peu, là, on débrief. Qui veut commencer par dire son premier sentiment sur Celui Logan? qui attendait pas grand-chose. Je pense que c'est le plus intéressant. Ceux qui attendaient pas grand-chose. En fait, il a été bluffé par le film. Là, c'est encore à chaud, hein, donc il y aura peut-être des trucs qui vont décanter un petit peu, mais moi, je trouve que c'est quand même une bonne claque, quand même. Hein. C'est quand même une bonne claque. Ouais, j'en attendais vraiment rien parce que l'univers ne m'intéresse pas, encore une fois. C'est pas mon délire, les super-héros. Ou quand j'aime les super-héros, c'est vraiment d'une catégorie très particulière, c'est vraiment ce que fait Nolan. Truc un petit psychologique. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien le héros tourmenté, en fait. Le mec qui sait qu'il fait du bien, mais en fait il fait du mal aussi parce qu'il tue des gens, et j'aime bien les trucs un petit peu tourmentés comme ça. Donc là, voilà. Les X-Men, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. Là, c'est quand même barjot, c'est d'une violence mais absolue. Une gamine qui se trimballe avec une tête sous les bras, des entrailles partout, du sang qui gicle, un Wolverine où on se dit putain, mais en fait c'est ça, le mec il a des griffes, donc forcément quand il se bat, ça vole quoi, ça gicle, ça coupe, ça charcle, ça laisse des traces. Donc le film il est dingue par ces aspects-là, et puis je trouve que c'est vraiment hyper couillu. J'ai trouvé hyper touchant ce film aussi par certains aspects, la relation Xavier et Logan, mais il y a des moments où c'était les poils, quoi. Les poils et les petites larmes dans les yeux, quand même. Il a un peu pleuré. Écoute, pas pleurer, mais quand... on a dit qu'on spoilait, hein, mais quand Logan emmène Xavier aux chiottes, je suis désolé, c'est peut-être hyper terre-à-terre, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment fait bizarre, quoi.
le film est vraiment naturaliste, je trouve. Tu vois, je pense il te laisse rien passer sur des trucs comme ça, tu vois, sur la vieillesse, sur le temps qui passe, sur la peur de la mort et tout ça. La première scène d'ailleurs où tu découvres Xavier est assez bluffante parce qu'en fait il délire. Oh là là, complètement sénile. Et ça fait extrêmement bizarre parce qu'on l'a toujours vu dans les X-Men comme quelqu'un de vraiment un leader au-dessus de la mêlée, très très propre sur lui, très voilà, vraiment en plus intellectuellement au-dessus du lot, voilà, le gars qui rayonne sur son école. Et là, le découvrir dans un état de dégénérescence où je pense que Patrick Stewart est absolument pas maquillé et du coup fait son âge. Mais vraiment, et il en joue d'ailleurs, la performance de Patrick Stewart, elle est incroyable aussi. Il est top. Elle est absolument géniale. Et par moments, cette faculté aussi qu'on a de retrouver ce personnage-là, vraiment, vraiment bluffant. Ouais. En fait, le film est sale, mais dans le bon sens du terme, dans le sens réaliste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de montrer l'aspect sale de l'être humain, que ce soit pour Wolverine dans sa violence, que ce soit dans la vieillesse, ou que ce soit dans la perte d'innocence de la gamine qui finalement est au-delà de la gamine qu'on peut voir habituellement, qui est violente et qui va au-delà de l'interdit pour des... Enfin, moi je replace quand même le contexte, c'est un film qui est fait par des Américains, qui a quand même une bonne vision d'Hollywood derrière, et ils sont allés quand même dans des interdits qui est de montrer une gamine qui va découper, qui va charler. Et donc le film est vraiment sale, mais dans le bon sens du terme. La première scène de baston, la petite, elle est phénoménale, parce que tu crois pas en fait, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. On sait pas exactement quel est son pouvoir. Voilà. Moi, je savais qu'elle avait des griffes. Tu vois dans la bande-annonce. Je savais pas. Moi, je sais pas. Tu vois qu'elle a des griffes. J'ai pas du tout fait gaffe. Donc voilà, tu te doutes. Et puis en plus, pour les connaisseurs, c'est que tu as des références. C'est aussi autant on parlait de Old Man Logan, autant il y a aussi une BD quand on a vu qu'il y avait ce personnage de petite fille qui apparaissait. C'est une BD X23 en fait. Donc on sait c'est son nom. Ah d'accord. C'est son nom. Tu trouves d'ailleurs sur le badge. C'est son nom. Voilà, X23, donc tu te doutes en fait rapidement de qui c'est un peu cette petite et de ce qu'elle fait. Maintenant, moi je pensais très clairement que ça irait pas jusque-là. Hein. Ça c'est clair et net. Mais non, mais c'est scotchant. C'est scotchant quand même. Et tu vois, la violence de la petite fille, j'ai rattaché à ce qu'on pouvait voir dans Kick-Ass. Ouais, tu sais, un petit peu avec cette nana. Mais qui vient sur le côté dérision. Ah mais voilà, là, en fait, le second degré qui n'existe pas du tout. La môme, elle a jamais une punchline à la con pour désamorcer le côté violent là. Elle est violente. C'est qu'elle ne parle pas. Elle parle pas. Elle te charque les mecs et elle se fout du sang partout. Elle parle pas. Elle hurle. Elle hurle comme une gamine, comme une bestiole. Ouais, mais comme lui. Enfin, c'est des animaux. Ils sont vus en tout cas dans les personnages comme étant des animaux sauvages. J'ai l'impression qu'on n'a même pas expliqué ce que c'était que le film. On n'a même pas raconté. Bon, le pitch il est simple. Oui, le pitch il est simple. C'est Logan qui se retrouve dans certaines circonstances qu'on détaillera pas parce que c'est pas forcément le plus intéressant, chargé de conduire donc cette gamine qu'on voit dans la bande-annonce qui va s'apparenter comme étant une mutante du bled où il est qui est à la frontière mexicaine au nord des États-Unis, dans le Dakota du Nord, voilà, pour la protéger de personnes qui la pourchassent. Les méchants. Voilà, les méchants. Les bad guys. Et donc on suit un petit peu leur trajet, finalement un peu comme The Last of Us en définitive. C'est l'aspect trajet. Pour ceux qui ne connaissent pas, jeu vidéo. La suite d'Alex Kidd. Ouais, alors Aurel est un gamer gamer de toujours. Oui, voilà, c'est un peu compliqué. Ah bah si, j'ai reconnu. Même si on retrouve pas l'enfant illégitime de Sonic et d'Alex Kidd. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on suit un peu ces péripéties-là. Moi, je suis un peu plus mitigé que vous. Ah ouais? Ouais. Étrangement, c'est con que ce soit pas en vidéo, parce que là, j'ai 3 regards qui me fusillent en disant mais non, mais c'était moi blasphème. Bah non. Et moi, en fait, je suis surpris de ma propre réaction. Je trouve que la violence est too much. Je l'ai vu sortir sur son siège. Ouais, je trouve que c'est... Alors, je sais pas si c'est la violence. Ouais, mais c'est hyper mignon. Mais si, t'as pas le droit. Alors que bon, moi, j'ai vu des câlins. Vous avez été prévenu, moi, la première scène d'ouverture, j'ai eu, mais alors, un orgasme absolu. J'ai vu qu'il y avait... Voilà, en disant, putain, enfin, ça y est. En fait, c'est pas tant l'aspect visuel, c'est l'aspect sonore. En fait, toutes les griffes ont le truc strident. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est vraiment hyper agressif. Je pense que le montage sonore plus elle qui
qui hurle comme une espèce de belette là, c'est pas hyper agréable. C'est comme les chiens, toi tu perçois surtout certaines fréquences en la mineur et les ultrasons, ça te fait. Et effectivement, alors je sais pas si comme Steph, moi j'étais bercé au film d'horreur des années 80 qui était quand même bien, que ça tâchait bien. Et je sais pas si à force de ne pas en avoir vu tant que ça, on s'est un peu déshabitué. Mais c'est vrai que comme le dit Aurel, la première scène, elle est quand même boum, ça t'envoie ça, on n'a plus l'habitude et on se dit ah ouais quand même. Ah ouais. Et effectivement, elle est de nuit, donc t'es relativement préservé, je trouve, de l'impact visuel, parce que les scènes qui viennent après elles sont filmées de jour. Ouais, mais alors effectivement, là, pour le coup, là, la promesse du classement R, elle est entièrement respectée. Ils ont pas mis 3-4 scènes qu'on a vues dans la bande-annonce, puis finalement de te dire bon après ça se calme un peu. C'est vraiment R d'un bout à l'autre du film. Mais c'est fou parce qu'il te laisse rien en violence. Tout est montré quoi. Quand il y a un mec qui arrive avec un shotgun et qui doit tirer dans la tête du mec. C'est la moitié du crâne qui vole. La moitié du crâne qui part. Je me dis que moi, finalement, j'aurais presque préféré que certaines scènes soient un peu moins violentes pour justement éviter d'être trop bercé dedans et de faire en sorte qu'au bout d'un moment, tu l'acceptes, elle est présente et au bout d'un moment, elle te choque plus, hormis le fait que ça arrive. Donc, d'être un peu plus distillé dans le récit. Parce que là, grosso modo, à chaque fois ça part, du coup, tu dis, ça y est, ça va charcler. C'est une bête. Ouais, mais c'est juste le mec, qu'au bout d'un moment, c'est une bestiole. Peut-être un peu too much. Après, c'est plus, ça a toujours été ce qu'ils ont jamais réussi à faire avec Wolverine, c'est qu'en fait, ce personnage-là, et c'est le regard aussi que portent les autres sur lui. C'est-à-dire que, est-ce qu'il se comporte comme une bête parce que tout le monde décide que c'est une bête et qu'en fait, parce qu'on ne sait pas l'appréhender? Ou est-ce que c'est aussi un mec qui est plus normal? En fait, il y a toute cette dualité-là. Un mec normal avec des griffes, ouais. Non, mais à la base, Wolverine, c'est quand même quelqu'un qu'on a armé. Ouais. Non, mais son pouvoir naturel, si je me trompe pas, c'est simplement la guérison. Oui. C'est son seul pouvoir. Le bagage d'adamantium, il est en plus pour en faire une arme. Donc il y a tout ça, cet aspect-là avec Wolverine qui ressurgit là. Mais moi, je trouve que ça en fait pas non plus une bête. Ça en fait un mec qui est fatigué, qui est usé, qui de toute façon, je pense, on a déjà trop vu et qui sait que parler, ça sert pas à grand chose. Et donc quand faut y aller et puis basta quoi. Non mais c'est ça, mais quand je dis bête, c'est-à-dire que le mec il a des griffes, tu vois, il est pas en train de faire de la violence propre, non, je sais pas toi, avec un fusil, avec un sniper de 15 km. Mais parce qu'en fait il est radical. Le mec il est au corps à corps. Et puis il est aussi radical de toute façon. Voilà. Donc, tu vois bien, il y a ce traitement-là, je trouve, que tu revois de toute façon ce côté vieux combattant qu'ils ont tous les deux avec Xavier, des mecs qui sont revenus d'à peu près tout. Tu sens que tu sais pas ce qui les a amenés là, à être dans cet état-là et pourquoi les autres ont disparu. Mais ça te laisse présager que ça s'est fait en circonstances assez compliquées. Mais ils jouent bien tous les deux ce côté-là, et je trouve que tu ressens vachement ça sur Logan, ce qui explique peut-être cette espèce de radicalité. C'est le dernier film, c'est la dernière aventure, donc on y va quoi. Et puis du coup, fin du truc parce que voilà, tout le monde y passe. Hein. Ça c'est quand même un point positif. Il y a un moment donné dans le récit, Logan, Xavier et la petite fille rencontrent une famille avec qui le contact passe bien. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Xavier on est même tellement content qu'il considère que c'est la meilleure nuit des meilleures nuits qui passent. Il n'y a pas de sexe, mais il y a pas de sexe, mais en fait il est bien, tout est serein. À un moment donné, non, il n'y a pas de sexe. Non. Mais non, mais tu connais que c'est la meilleure nuit qu'il a passée. Non, mais voilà. Faut expliquer aussi que pendant, on imagine qu'il a pu vivre dans une sorte de boîte géante, un ancien réservoir désaffecté pendant des mois et des mois, et que ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu ce qu'il avait avant, c'est-à-dire toute son école, toute l'affection que les élèves pouvaient lui rapporter. Des gens autour, des gens qui s'aiment. C'est aussi tout le thème qui était un peu central dans le deuxième film, qui était que se passerait-il si Wolverine était projeté dans un futur assez lointain. Tu passes de Day of the Future Past. Non, dans le deuxième film de Wolverine, il est assez loin dans le futur, il y a des robots, etc. Et en fait, le pitch du film, c'est comment Wolverine, qui ne peut pas mourir, supporte le fait que ce soit le dernier mutant, que tout le monde est enterré, etc. C'était un peu le pitch du film. Ça, c'est du coup un peu le thème de ce nouveau film aussi, avec effectivement la vieillesse. Mais par le personnage de Xavier, on a aussi Xavier qui a, semble-t-il, survécu à tout le monde, qui devient
pour une raison qu'on comprend pas trop, un peu barjot, il yoyote un peu par certains aspects. Il a 90 ans, quoi, c'est tout. Il s'en rend compte, semble-t-il, et c'est vrai que cette scène dans cette grange au milieu du film à peu près est hyper touchante parce qu'il retrouve, semble-t-il, quelque chose qu'il a perdu depuis un moment, une espèce de vie de famille, quelque chose d'assez paisible. Et c'est vrai que ce passage-là dans le récit est plutôt intéressant. C'est ce qui marque aussi dans la façon dont le film est fait, le vrai virage, quoi. À partir de là, les choses partent en vrille, quoi. Parce que toute la famille y passe, et ça, c'est barge, quoi. Mais avec aussi cette espèce de... Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette espèce de trouvaille ultime que j'avais pas vu venir, c'est-à-dire de remettre un jeu Wolverine. Oui, avec un ADN... Un clone tout jeune. Ouais, moi, je suis un peu... Ça c'est le syndrome Superman. C'est-à-dire que Superman, il est tellement fort, il est tellement au-dessus de tout le monde que seul Superman peut le tuer. Donc ils ont créé le héros ultime qui est Zod. Bien sûr. Là, qu'est-ce qui peut tuer éventuellement Wolverine à part lui-même? Par principe, il est censé guérir, donc c'est bien la question. Il est sensible à l'adamantium. Si tu crées un autre Wolverine avec de l'adamantium, tu te retrouves avec la bête ultime face à la bête ultime. Ouais. Donc tu es obligé un petit peu d'en passer par là. Et moi, c'est justement une critique que j'allais faire, c'est que les méchants, c'est quand même ce qui est sûrement le plus loupé dans le film. Ouais, c'est pas caractérisé. C'est le film n'est pas caricatural, alors sauf sur les méchants. Alors que la scène de départ de l'arrivée du Ouais, premier mec pas. dans la voiture, limousine, Et par le exemple, mec est pas mal. Pourquoi lui mettre une main? Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est non plus. Et tu vois, pourquoi lui... C'était devoir. Tu devais regarder qui était le monsieur. J'ai pas fait mes devoirs. C'est un méchant qui a une main mécanique pour faire méchant. Très clairement, on sait pas trop à quoi elle sert. Ouais, mais on n'est pas obligé d'expliquer pourquoi est-ce que... Mais non, mais sinon, ça rajoute une ligne de dialogue. Oui, mais tu sais pourquoi j'ai eu ma main c'est robot. complètement superflu. C'est-à-dire que le méchant... Ils sont tous, en fait, vous avez remarqué, ils sont tous, en Oui, fait... ils sont tous l'équipe augmentés. je sais pas comment ils s'appellent, les Hitters. Les reverse. Ils sont tous augmentés. Ouais. Mais dans l'idée, c'est qu'on a quand même les méchants... Dans la caricature, on a le scientifique méchant qui veut absolument modifier tout le monde et avoir les gènes, créer les mutants. On a le méchant un peu badass avec une main mécanique histoire de dire que c'est badass. Et on a la bête ultime et les tatouages. Et la bête ultime qui est censée pouvoir concurrencer Wolverine. Donc je trouve que c'est peut-être le point le plus faible du film, c'est les méchants. Oui, et qui est dans la caricature par rapport à tout le reste du film qui justement est très réaliste dans son avancement. Alors moi, cette apparition-là, elle m'a quand même furieusement fait penser au dernier quart d'heure de Terminator, le soulèvement des machines. Alors, première chose quand même, je vais y revenir. C'est le 4 ou le 3 ? C'est celui qui se passe dans le futur avec Christian Bale. Ah, c'est le 4, ok. Avec Maggie, justement, dans lequel on a Schwarzenegger jeune qui s'en prend à Schwarzenegger vieux. Enfin là, c'est pas l'image de synthèse. Hein. Bah là, si, t'as quand même Hugh Jackman jeune. Non, je pense qu'ils l'ont teint, ils l'ont vieilli dans tout le film et après. Tu vois bien quand il se mais attends, quand il se voit dans les escaliers, il se tourne autour, tu sais, lui descend, le méchant descend avec la gamine. Lui est bluffé parce qu'il voit, et tu sais, tu vois bien, t'as la caméra qui les suit, il se tourne autour et il se dévise, t'as un plan, c'est les mêmes en fait, et tu vois bien, je pense qu'ils l'ont teint dans un premier truc, etc. Dans l'autre, ils l'ont sans doute accentué un peu le côté vieux, les cicatrices apparentes qui, enfin voilà, c'est toutes les blessures qui guérissent plus. Alors, non, je pense que c'est ça. Moi, par contre, ce que je trouve bluffant, c'est que ça n'apparaît pas dans la bande-annonce. Non. Ça aurait été très facile de s'en servir et de... finalement, comme le Terminator Genesis, de spoiler tout le film dans la bande-annonce, ils auraient pu le mettre comme étant Wolverine contre Wolverine, regardez, ça va être génial. Par contre, je trouve qu'effectivement, moi, ça me fait penser... parce que je pense qu'il sert pas, en fait, à... Oui, il est là 20 minutes. Enfin, dans le film, il est tout... Oui, mais il est là 20 minutes. Oui, mais sauf qu'il sert pas de méchant... Enfin, si, à la fin. Non, mais je pense que l'intérêt de ce truc-là, il est pas là, en fait. Oui, mais tu vois, c'est même pas la Némésis. Non, ça me fait penser au Nemesis de Resident Evil. Le truc, vraiment le Terminator, le truc dont tu sais que c'est increvable, il lui fout un camion dans la gueule, il se relève quand même. Mais c'est pas le méchant qui revient, tu vois, cycliquement. Parce que 2 moments. Moi, je pense qu'il sert pas à ça. Pour moi, il sert en fait à renvoyer à Wolverine ce qu'il a été, en fait. Oui, le côté sans réflexion, sans sentiment. Ce côté vraiment, cette fois, du coup, vraiment animal, ultra violent, enragé. Sans réflexion. Et aux ordres en plus, qu'il a été aussi. Puisque,
avant qu'il se libère lui-même, puis ce qu'il a pu être, voilà. Et en fait, il sert de miroir face à un Wolverine en fin de course, qui lui se dévoue, voire se sacrifie pour une noble cause. Et voilà, il doit en fait, il se tue, il tue ce qu'il a été. Et ce qui lui permet aussi peut-être de partir un peu plus sereinement, voilà. Avec je pense que ça sert à ça. C'est ce qu'il dit quand avec cette phrase de fin, ouais. Alors dans la cabane quand il est avec les enfants et quand il discute avec la petite et lui dit, il parle du cauchemar. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Enfin, j'aurais fait des gens qui me font dans les miens, c'est moi qui fais du mal. Dans mes cauchemars, c'est une référence au cauchemar où il tue Jean Grey dans le premier film X-Men. Alors c'est aussi dans Old Logan. Voilà, c'est vraiment la thématique du truc parce que le Logan refuse absolument de se servir de la violence. Donc il y a à peu près les 3/4 de la BD où il ne se bat pas. Il refuse de se battre, justement par le mal qu'il a fait. Alors ça s'explique par autre chose, parce que la BD a un arc narratif un petit peu différent, mais du coup c'est assez loin. En fait. Le personnage est proche, mais le scénario ça confirme du coup ce que je pensais, c'est que ça a de Old Man Logan pas que le titre, mais quasiment. Le road trip. Mais moi j'ai vraiment le road trip, le mec usé, le mec qui veut se le côté trip, passer à autre chose. Le road trip, on le ressent pas beaucoup, il y a pas trop de variations dans les décors, je trouve. J'étais un peu déçu par rapport à ça, on sent pas vraiment le voyage au-delà des quelques scènes dans les bagnoles. Et moi vraiment c'est pas ça le côté du Nord. Moi je l'ai vraiment pris comme étant ça le jouer sur Erdre, je pense que ça a été filmé. Non mais moi je le prends vraiment ça m'a un peu déçu ce truc là, le côté un peu Terminator, un peu. Moi, je trouve que ça fait un peu Némésis. Effectivement, ça donne l'opposition qu'on a besoin. Et je vous en parlais avant. C'est vrai que il est quasiment invincible. C'est un peu la même difficulté de traitement que Superman. Il est quand même. Il faut que tu marques une opposition. C'est quand même la gamine qui le sauve du premier, enfin de la deuxième grosse scène. C'est l'entrée de la petite qui le sauve. Donc en fait, il est pas. Moi, je l'ai pas ressenti invincible justement. Je trouve que le traitement du personnage, tu comprends en plus qu'il est mourant, puisque très clairement. Il le dit. Il éructe du sang, machin, etc. Donc, il est fatigué. C'est ça qui. Je trouve que c'est ça qui est pas mal non plus, c'est que là-dessus. Sans en faire trop d'ailleurs. Non. C'est-à-dire qu'on pourrait. Alors, on avait quand même typiquement des scènes qui pourraient faire juste rire, rien que de voir Logan dans la forêt. On pourrait imaginer Hugh Jackman en rajouter un peu trop et en fait on le voit, il essaye de courir, il essaye de rattraper et il arrive à doser son jeu pour que ce soit crédible sans être ridicule. Je pense que il est quand même très très bon. Il y a plein de moments où t'as peur. Il y a plein de moments où t'as peur, où tu te dis oh mon Dieu ils vont tomber dans le cliché. Comme par exemple quand ils enterrent Xavier, tu te dis le speech il va le faire. En fait non. Elle est belle cette scène. Mais moi, pour le coup, je suis bluffé par la performance de Jackman, qui est effectivement très en retenue, qui se lance dans des dialogues dont tu sens, ça va être un peu compliqué, comme tu dis, le speech à l'enterrement. Finalement, il s'en sort vachement bien quand il est dans la cabane avec la gamine, qui est un des derniers dialogues qu'ils ont ensemble. Où il parle effectivement il est vachement touchant et on sent que il y a plein de choses qui se passent dans son jeu à l'approche de la fin de son incarnation du personnage et je trouve que terminer là-dessus sur un personnage qu'il connaît par cœur dont il a pas trop joué dans la nuance jusqu'à présent là c'est sauf dans pour moi là ce film-là est vraiment le film qui sert le mieux le personnage avec je trouve Day of the Future Past qui en fait finalement qui le replace au centre de toute la galaxie des X-Men comme le personnage finalement peut-être le plus important, même si c'est peut-être le moins spectaculaire, et qui lui offrait, je trouve, un juste retour scénaristiquement et qui lui offrait un vrai beau rôle et dans lequel il se balade vraiment bien. Voilà. Mais tu sais, en plus c'est marrant parce que j'y pense dans la galaxie là, comment on appelle ça le truc de Marvel, le Marvel Universe là. Oui, alors sachant qu'on est quand même à l'écart parce que du coup les X-Men appartenant à la Century Fox ne rentrent pas dans le Marvel Universe justement. Mais alors parce que tu vois, il n'y a pas par exemple la séquence post-générique. Non. Il n'y a pas le caméo de Stan Lee à 2 balles. Parce que ce n'est pas un Marvel. Marvel. Non, absolument pas. Alors en fait, ils n'ont pas les droits. Petit historique, c'est qu'en fait, la coproduction Marvel était. C'est pas eux qui ont les droits. En fait, c'est la Fox.
C'est la Fox. Marvel pendant un temps c'est pour ça que plutôt. c'est mieux quand même à la base. Hein. Ça se discute. En fait, pour faire un peu d'historique, c'est que Marvel, plutôt que de développer ses propres films dans les années 90-2000, a préféré filer ça à des studios externes, donc les 4 Fantastiques à Intel, les X-Men à la 20th Century Fox, etc., en se disant faites les films, on récupère le pognon. Et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les films n'étaient pas forcément toujours très top, et ils ont décidé de les faire eux-mêmes, les films et mauvais. ils ont décidé effectivement de développer leur propre studio, donc Marvel Studios, dont on a vu, je crois que c'est dans le dernier Captain America, où on a le nouveau logo, et d'essayer de rapatrier un maximum de leur licence pour Comme Spider-Man qui va arriver dans le giron. Et donc Spider-Man était à Sony, les X-Men à 20th Century Fox. Sony prête entre guillemets Spider-Man pour le Homecoming qui arrive, et c'est pour ça qu'on a pu le voir dans les Avengers. Et la 20th Century Fox, elle, en continuant à exploiter le filon X-Men, pour l'instant garde les choses. D'où la façon très différente de. Voilà. D'où le fait que même si par exemple Ryan Reynolds fait du pied pour voir Wolverine intégrer Deadpool, ça ne se fera pas. Exactement. Ils ont envisagé éventuellement de le voir dans les X-Men, dans les Avengers, pardon, ça se fera pas non plus. Et c'est d'ailleurs tout ce mécanisme qui a fait qu'on s'est tapé les Amazing Spider-Man, puisque Sony devait à tout prix exploiter le personnage au risque de voir Spider-Man être rapatrié manu militari chez Marvel Studios. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le caméo et qu'il n'y a pas non plus la scène post-générique. D'accord. Un dernier mot peut-être pour conclure sur Logan. Quand même, on parlait du jeu d'acteur, on l'a pas précisé au début du podcast, mais on va voir les films en VO. Et on a vu du coup Logan en VO, je pense que c'est quand même pas mal de le dire, donc on ne pourra pas juger du doublage mais la français. VF n'existe pas. On va pas en parler. Alors, non, mais on prend toujours et on essaye au maximum d'aller voir des films en VO pour avoir le côté... Et si on continue, cette fille, elle est géniale. La môme, elle est quand même... Pour une jeune, c'est quand même... Pour une jeune, vous avez à peu près le même âge. Non, mais pour une jeune actrice, c'est compliqué. Non, mais c'est fou parce qu'elle est quand même un rôle à la fois physique. Alors, elle doit être doublée sur pas mal de trucs, mais, mais elle est quand même scotchante, quoi. Ouais. Bon, c'est un film kiffant, hein. Ouais. Enfin, moi, j'en ressors quand même. Ouais, non, mais moi, je suis assez bluffé. Mangold, qui est pas forcément réputé comme étant un mec, un actionneur, etc., emballe le truc de manière plutôt pas mal. Moi, j'avais un peu peur du rythme, l'espèce de road trip. Souvent, le rythme, il y a un faux rythme qui s'installe. Là, au contraire, il a réussi à alimenter son film en petites péripéties assez intéressantes, avec notamment la Spen dans cette ferme qui est effectivement qui glace le sang par sa fin. Donc ouais, non, il y a peut-être la photo qui est, je trouve, un peu quelconque. Oui. C'est pas forcément. Un peu moins en première partie. La première partie, dans le côté poussiéreux, dans le côté un peu surexposé, le côté un peu dans le désert, en effet, j'ai pas été. Non, oui, sinon la mise en scène n'est pas non plus. Enfin, moi, j'ai pas. Il y a 2-3 bonnes idées les scènes d'action sont plutôt quand même pas mal emballées. Tu sens vraiment elles sont lisibles. Et ça, c'est pas du luxe. Elles sont lisibles parce qu'il faut montrer que ça découpe. C'est aussi un parti. Ouais, le R, du coup. C'est incroyable quand même. Hein. Moi, celle qui m'a peut-être une des qui m'a fait le plus kiffer, c'est celle où tout est figé pendant une minute. C'est exactement ce que j'ai dit. Oh là là. S'il faut en retirer une, c'est celle-là. Quelle scène. Au milieu du film. Quelle scène. Elle est scotchante, celle-là. Et qui en plus en dit le mot sur le personnage. C'est un peu un fuck à Singer quand même. Et la radicalité. Avec cette scène un peu ridicule de X-Men Apocalypse. Moi, c'est comme ça que je le sens quand même. C'est cette scène d'un peu d'arrêt dans lequel il évolue, Quicksilver et compagnie. Oui, non, moi je trouve qu'elle, au-delà de ça, ça rajoute quand même, cette scène, elle rajoute le côté, peu importe dans quel état de faiblesse mes ennemis sont, je vais quand même les découper. Ouais, non. Ils peuvent rien faire. C'est le coup du regard. En fait, pour expliquer, tous les mecs sont figés, mais la seule chose qui bouge encore chez eux, c'est le regard. Et donc du coup, ils sont conscients. Ils sont conscients. On voit bien qu'ils comprennent que de toute façon, ils vont y passer. Et Wolverine les découpe au ralenti, alors qu'ils peuvent rien faire, un à un. Et c'est quand même assez trash. Donc pour moi, le verdict, c'est top. Je recommande. Et enfin, une vraie belle adaptation. Et on rend hommage au personnage de Wolverine. Bah là, tu vois, moi, je suis content de voir un Marvel parce que vraiment les Marvel, j'aime pas ça, quoi. Même si ça en est pas un, au final. Ouais, mais en tout cas les personnages, voilà, là au moins, là j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'était Gardien des Galaxies quand même.
James Gunn. Bon, ça risque allez, on se lance. Ça pourrait être un prochain film de cinécast. On gratte le spectateur dans le sens du poil avec les références qu'il connaît, donc forcément tout le monde est bien. T'as I Love James Gunn tatoué sur la fesse droite. Oui, mais pas là-dessus. Bon, c'est pas un fanboy absolu. Aurel, un mot de la fin sur Logan. Je suis content, vraiment très très content, parce que c'est le seul film qui rend justice au. Et puis je suis content en fait pour Jackman et Mangold qui sont battus pour faire ce troisième quand même, mine de rien. J'imagine que ça a dû être chaud. Qui avait annoncé qu'en plus qu'il voulait un classement violent et qu'il voulait une histoire radicale et que ce serait le dernier, et ils se sont battus pour le faire. Et chapeau les mecs, parce que vous êtes allés, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient et c'est propre, voilà. Et après le côté dingue, c'est qu'on se dit qu'il faut 7 incarnations pour 5 bons rôles. Enfin, pour 5 échecs, pour 2 bons rôles. Le principal, c'est que la dernière aventure soit celle qui tienne la route, quoi. Yep. Ouais. Moi, le dernier truc, c'est que ce qui me laisse plutôt un aspect positif, c'est effectivement un très bon film d'action dans lequel il y a, comme tu le disais, Stéphane, des scènes assez poignantes, des toutes petites scènes. C'est vrai que cette scène dans les toilettes avec Xavier, où il le porte pour le mettre sur les toilettes, et Xavier qui lui balance, mais je peux le faire tout seul. Elle est glaçante. Sur ce que ça donne sur effectivement l'évolution de certains personnages, c'est plutôt bluffant. Donc grosso modo, Cinécast recommande Logan. Oui. Un grand oui. Ouais. Un grand oui. Un plutôt bon film. On passe aux recommandations du coup. Ouais, on va faire des petites recommandations de fin d'émission. Très simple, moi ce sera la BD Old Man Logan, allez-y, parce que c'est une histoire à part de Logan, vous n'avez pas besoin de connaître les X-Men pour pouvoir y aller, et c'est une histoire qui est aussi hyper originale, très radicale, c'est un délire, sur ce que ça donnerait. C'est vraiment délirant. Voilà, de prendre ce personnage mythique, de le mettre dans un univers complètement barré, et de voir où est-ce que ça mène, donc voilà. Recommandation du coup dans le même thème, dans les X-Men, moi je peux que recommander le X-Men First Class qui avait relancé le reboot de la série des X-Men, qui était pas si mauvais parce qu'on avait quand même Fassbender et McAvoy qui était quand même très très bon dedans, et le deuxième Day to the Future Past qui faisait quand même pas mal le lien entre certains personnages des 3 premiers et les nouveaux qu'ils avaient pu introduire. Donc je pense que ces deux-là, si on en avait à retenir dans la timeline X-Men, avec Logan qui est peut-être au-dessus de ces deux-là en termes de réalisme, en termes de film tout court, mais en tout cas je peux que conseiller de regarder ces deux-là. Stéphane, recommandation. Alors, donc moi, pas beaucoup de recommandations dans un univers que je maîtrise pas, que je connais pas trop du coup. Simplement en matière de films de super-héros, à l'occasion de la sortie de Split en salle, je me suis regardé Incassable, et qui est un film de super-héros mais absolument incroyable, avec une mise en scène de fou, parce que quand je l'avais vu à sa sortie en salle, j'avais peut-être pas regardé les choses avec ces yeux-là, mais c'est incroyable. Ça donne envie de le revoir. Il est dingue. J'avais beaucoup de messieurs. Mais la mise en scène, mais t'as une idée par plan, quoi. C'est fou. C'est fou. Et donc le film en plus se tient. Le film de super-héros, les super-vilains. Voilà, là c'est. Samuel Jackson, l'acteur que tu préfères. Non, c'est Morgan Freeman. Ah, pardon. C'est Morgan Freeman. Moi, recommandation, je vais aller chez l'écurie adverse. Je vais aller chez DC. Batman. Batman, parce que je me suis fait un trip comics. Je lis pas forcément beaucoup de comics, mais je me suis pris le Batman New 52. Alors en français, c'est Renaissance. C'est un arc narratif en 10 volumes écrit par Scott Snyder, qui n'a rien à voir avec Zack Snyder qui a commis ou fait, c'est selon qu'on apprécie ou pas, ni Mylène Snyder le Superman et le Batman versus Superman. Donc c'est en 10 tomes. C'est assez fou sur la revisite de l'univers. Il y a un Joker qui est barjot à souhait. Il y a Edward Nygma qui a
Enigma. Bravo. Ça c'est bref. On en reparlera peut-être un petit peu. Mais... C'était une attaque. Ouais. Non, il y a Enigma a un bel arc. Enfin, il y a une belle histoire dessus. Il y a de très très bonnes idées. Ça se trouve assez facilement. C'est édité en France chez Urban Comics. Donc voilà, moi c'est Marocco. Le run Snyder sur Batman New 52 ou Renaissance en français, je conseille vivement. C'est plutôt bon, avec un très bon Batman, bien torturé, avec des très très bonnes idées d'histoire. C'est la fin du podcast. Eh ouais, première émission. Bon, bah voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, ou s'il y a des choses à améliorer aussi, dites-le nous, on en a besoin. Sachant qu'on va créer dans les notes de l'émission, il y aura, on l'espère, les références Facebook, les références Twitter de l'émission. Notre adresse caramel. Oui, on est au top de la technologie. Lycos. Va chercher Lycos. Donc ça permettra éventuellement à ceux qui le souhaitent de laisser des commentaires ou des petits mots sur le Twitter ou le Facebook de Cinécast. Voilà, fin de l'émission, on est plutôt bien, là, on est content du résultat. On est content, voilà, et puis le but c'est d'en faire à peu près un par mois. On a déjà une idée du prochain, alors là ça va sans doute se faire encore à l'actu, mais voilà, je pense qu'il y a tous une actu qui nous fait kiffer. Disons qu'il y a au moins un petit film là qui arrive dans la quinzaine qui vient, Petit, il y a le Kong. Le Kong. Il en peut plus, ça fait le Kong. Donc voilà, sans grande surprise, une émission encore avec du poil, encore avec des griffes. La thématique. La seconde émission de Cinécast devrait être, sauf erreur, sur Kong. On est peut-être un podcast animalier en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va être obligé. Voilà, c'est ça. Voilà, chez Cépêche quoi. Oh, enfin on n'est peut-être pas forcément là encore. Non. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, c'était la première émission de Cinécast. On va essayer la formule va s'affiner au fur et à mesure. Là, c'était notre première émission. On va diffuser tout ça. On espère que vous apprécierez et que vous continuerez à nous suivre dans nos futures aventures. Au revoir. À bientôt. Salut.